Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais répondre à vos questions, vu que on va faire la FAQ. Faut savoir que cette vidéo sera, on va dire, improvisée. Il y a certaines questions que j'ai lues au préalable, donc je sais quoi répondre dessus. Et il y en a d'autres, je vais les découvrir quasiment en même temps que vous. Je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels vous me les avez posés pour la plupart. Et puis, il y aura un montage audio, évidemment, puisqu'on va éviter tout ce qui est les E et tout ce qui est les blancs sur la FAQ. Du coup, c'est parti. Alors, quand me suis-je intéressé au lore? D'où te vient cette passion pour MH et son lore? Eh bien, concrètement, j'ai commencé à m'y intéresser lorsque j'ai reçu pour Noël 2011, je crois, l'artbook Monster Hunter Illustration 1, où je suis tombé sur cette image qui est celle de l'Equal Dragon Weapon, et la description qui parlait d'une bioarme et d'un acte interdit fait par l'ancienne civilisation causant la Grande Guerre des Dragons. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que Monster Hunter c'était bien plus qu'un simple jeu de chasse, et qu'il y avait une histoire secrète tout autour. Et du coup, en continuant de parcourir les pages, je suis tombé sur plein de concepts d'armes qui n'étaient pas dans le jeu, qui pouvaient être intéressants à étudier. Je pense surtout à tout ce qui est prototype de l'Insectoglaive, où Monster Hunter Tri n'était même pas encore sorti, ou encore le fouet d'épines qui était capable à la fois de protéger, piéger ou attaquer les monstres. Ça, c'est quand même une des armes que je trouve les plus intéressantes à mettre dans le jeu. Sachant que je venais d'entrer dans ma période Dark Souls, donc forcément j'étais assoiffé niveau lore et compréhension. Après, même au-delà de ça, j'ai toujours eu une passion pour les histoires et le sous-texte qu'elles apportent. Par exemple, je me souviens que j'étais passionné de l'histoire de Assassin's Creed, avant que ça ne devienne une pompe à fric, ou de Pokémon avec les références religieuses pour chaque génération. Après, je dois dire que le premier jeu qui m'a fait plonger dans tout ce qui est le lore, c'est Drakengard. Ce jeu, il m'a tellement happé dans son univers lorsque j'y ai joué. Donc forcément, avec un tel bagage, il était normal que Monster Hunter, ça soit de la partie également. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que je plonge aussi profondément dans le terrier du lapin. Ensuite, comment est réparti le temps pour faire une vidéo? Alors c'est très particulier, en gros mes vidéos sortent tous les mois, j'essaie de faire en quelque sorte qu'elles soient diffusées tous les mois. Ce qui me prend le plus de temps c'est surtout le montage, très clairement. En général il me prend entre 15 et 20 heures par rapport au reste. Je veux que ce soit le plus digeste possible en évitant les, comme pour ici, les E, les répétitions, les fautes de syntaxe. Forcément je me retrouve à avoir un rush son de plusieurs dizaines de minutes alors que la vidéo en fera à peine 10. Sachant que j'effectue manuellement le montage son car je ne maîtrise pas très bien les logiciels de montage ou que je suis tellement perfectionniste que je suis capable de revenir plusieurs fois sur un extrait pour être sûr que ce soit bon. Tout ça c'est du temps supplémentaire dans la vidéo, sachant que j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Après il y a l'écriture de la vidéo où il faut quand même vous raconter le lore du monstre en question. Ça aussi ça prend du temps et de l'organisation pour que ça suive une certaine logique dans l'écriture. Habituellement ça me prend je dirais 4-5 heures selon l'inspiration que j'ai. Le plus simple honnêtement c'est la recherche des sources, en tout cas concernant Monster Hunter. J'ai déjà fait tellement de recherches en amont depuis 2011 que j'ai noté un peu partout plein d'informations comme des fiches récapitulatives de monstres. C'est plus facile pour moi de m'y retrouver quand je dois préparer l'épisode du monstre concerné. Pour les autres univers c'est un peu plus délicat, là je dois prendre beaucoup plus de temps car mes sources physiques se limitent très souvent au jeu ou média en lui-même. C'est pour ça que j'ai préféré me concentrer sur l'analyse de personnages car ça me permet à la fois de parler du lore et du personnage en lui-même. Ça me permet aussi de faire une pause dans Monster Hunter pour ne pas avoir que ça constamment. Malheureusement, étant donné que j'ai un travail, je ne peux pas me consacrer pleinement à YouTube. Couplé au fait que je sois en horaire décalé, il est parfois difficile de travailler sur une vidéo pendant la semaine. Ajoutez à cela que comme je ponctue mes vidéos de let's play sur plein de jeux, pour justement me détendre et penser à autre chose, je ne peux pas travailler sur une vidéo. C'est beaucoup en fait quand ça s'accumule. J'ai également une vie sociale qui s'en retrouve affectée déjà par mon travail mais aussi par YouTube et je ne tiens absolument pas à faire de YouTube un travail, ou plutôt je ne veux pas faire de mon lore un travail. Ça reste avant tout une passion et le jour où ça semblera être du travail pour moi, je ferai sûrement une pause forcée. C'est peut-être pour ça aussi que au début mes vidéos étaient très espacées parce que vu que j'étais en pleine étude, c'était compliqué pour moi de sortir des vidéos en trop temps. Après au fur et à mesure, ça s'est amélioré. D'ailleurs, fun fact, la vidéo sur Alastor a été la première où j'ai eu l'impression de faire un travail. Elle m'a pris plus de 40 heures que j'ai dû faire en 3-4 jours
jours à cause des heures supplémentaires au travail qui me faisaient rentrer vers 23h le soir. Je vous avoue que passer 3-4 heures sur une vidéo qui ne sera pas trop regardée et qui souffrira des droits d'auteur alors que je rentre d'une journée de taf, c'est pas la meilleure vie que j'ai souhaitée. C'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie tous de l'accueil que vous lui avez fait. Elle a fait beaucoup de vues. Bon, ça s'est un peu tassé depuis, ce qui est normal. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis que ça permet de faire un peu autre chose et que c'est un peu la qualité que vous recherchez et pas juste le sujet en lui-même. Quand bien même si c'est le sujet que vous recherchez en lui-même, bah si le sujet il est maltraité, vous ne daignerez pas trop le regarder ou alors juste un tout petit peu. C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup pour vous remercier tous de cet accueil parce que je m'attendais pas à ce succès et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez la qualité que j'ai investie dedans. Feras-tu des épisodes sur Frontières? Alors, je serais un bien piètre loriste si je ne traitais pas du jeu qui est responsable de 90% du lore. Bon oui, évidemment, blague à part, je ferai des épisodes sur Frontières, j'ai même déjà commencé et j'essaierai peut-être même d'ajouter online si j'arrive à trouver des sources qui ne se contredisent pas. Mais il y a des monstres que j'aimerais bien traiter qui sont des online comme l'Estrelian, qui est un monstre que j'apprécie le plus. Mais oui, évidemment qu'il y aura des épisodes sur Frontières. Déjà, dans le lore de base, je me sers beaucoup de Frontières pour étayer mes propos et en termes de monstres, bah, vu que l'Espinasse est déjà arrivé, c'est sûr et certain que je ferai des épisodes du lore dessus. Feras-tu un épisode sur la cuisine dans MH? Alors, en vrai, pourquoi pas, même si là, de but en blanc, je n'ai absolument aucune info, enfin, aucune. J'en ai très peu, mais je pense que ça peut être un sujet intéressant à traiter. Par exemple, l'une des infos que j'ai le plus, c'est à propos du beurre Kirin, où beaucoup pensaient que le beurre Kirin était une nourriture faite à base de Kirin, mais en fait c'est juste une légende. C'est plus un nom qui est donné à cet aliment, sans pour autant être réellement du beurre fait à partir de Kirin. Donc je pense que c'est un concept qui peut être intéressant à exploiter. Crois-tu qu'il y a une chance de revoir des monstres de MH Online? Honnêtement, je pense que oui, et je veux que ce soit le cas. L'Espinasse, c'est justement une preuve que les développeurs n'ont jamais ostracisé des jeux de leur licence. Donc oui, clairement, c'est possible. Et j'avoue que s'il y en a un que j'aimerais voir, c'est surtout l'Estrelian. Ce serait juste parfait. Pour moi, l'Estrelian est un excellent monstre qui mérite sa place dans MH. Selon toi, qui se cache derrière le masque du mystérieux homme écarlate? Alors là... on aborde déjà la première question compliquée. Je sais qu'il y a beaucoup de blagues sur ce sujet par rapport au Père Noël ou autres comme Dante, mais personnellement, si je devais donner un avis, ce serait plus une secte. Je pense que c'est un membre d'une secte, en tout cas c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Soit ça, soit en fait une section secrète de la guilde, comme les chevaliers de la guilde, en quelque sorte, qui serait chargée de se débarrasser des informations sur les dragons noirs. Après, pourquoi? Bah, faudrait que je fasse un épisode du lore sur lui, c'est sûrement au projet, me connaissant. Quel est ton monstre préféré? Alors bah sans hésitation le Tama Mitsune est clairement mon monstre préféré. À une époque c'était le Narga quand j'étais en 2e génération et 3e génération. Puis après au fur et à mesure le Narga il s'est un peu fait supplanter par le Tama. Et puis même en fait le Narga, ce que je trouve un peu dommage avec lui, c'est que c'est un monstre qui a très mal vieilli. C'est un monstre qui est très cool mais qui malheureusement ne se renouvelle pas assez dans ses techniques. Cross avait quand même apporté pas mal de choses avec les variants, avec le Narga vent acier. Malheureusement, il devient un peu trop classique. Là où le Jinga a essayé de se renouveler plusieurs fois, le Tama continue de se renouveler. Il a été dans Cross, Double Cross et Rise. Et ben, quand il a fait son passage de Double Cross à Rise, il a pas mal changé, il a été plutôt amélioré. Donc je trouve que c'est pas impossible que les monstres puissent se renouveler. Et j'aimerais que le Narga puisse le faire. En fait, dans Iceborne, quand il avait obtenu le statut saignement, je trouvais ça intéressant. Et ça aurait dû être gardé dans les jeux suivants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'espère que s'il y revient, ce sera le cas. C'est un monstre de toute façon qui est très apprécié, donc c'est pas étonnant. Mais oui, clairement le Tama Mitsune est mon monstre préféré. Quel est le monstre que tu détestes le plus? Alors en vrai, aucun. Enfin là, comme ça, j'aime tous les monstres, ils sont très cool. Mais si c'est en matière de combat, je pense que le Ratalos ou le Gravios des premiers jeux sont les pires monstres à affronter. Genre, je me souviens que c'était vraiment terrible de les affronter, mais après il y a le Kesu aussi, qui avait ses phases très chiantes en grimpant tout le temps au plafond. En vrai, c'est un des plus gros défauts des premiers jeux que j'aurais pu souligner dans mon analyse, mais je voulais essayer de rester succinct, peut-être lors d'une analyse plus détaillée du jeu. Je pense que je ferai un truc comme ça, faire une analyse des jeux que j'ai fait, une sorte de grande critique, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est compliqué. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Quelle est ton arme préférée?
le katana, mais j'aime beaucoup tout ce qui est arc et insectoglaive aussi. J'avais commencé avec le katana, j'ai fait arc quand j'avais envie de refaire une partie mais que j'avais pas envie de prendre katana, donc c'était plutôt pas mal. Et l'insectoglaive dans le 4U, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai fait 2 parties, je crois qu'il y en avait une. La première, elle était presque à 400 heures avec le katana et l'insectoglaive était à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié, je crois que c'était plus de 250 heures. 4U, je pense que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué, alors que pourtant c'est pas du tout mon jeu préféré. Sûrement parce que l'attente du 4U pour Cross était très longue et surtout c'est que à l'époque où j'avais 4U, j'étais dans le début de mes études, donc c'était pas si compliqué que ça de trouver du temps. Quelle est l'arme que tu détestes? Aucune. Elles sont toutes vraiment cool et sympas à jouer, mais en général je n'aime pas trop les armes lentes, donc à défaut je dirais la lance, mais c'est uniquement parce que je n'ai pas pris le temps de l'apprendre. Et j'ai vu énormément de vidéos où c'est super impressionnant. Il y a un youtubeur qui fait beaucoup de montages d'actions épiques avec les différentes armes qu'il maîtrise, et franchement à chaque fois quand on le voit faire, ça donne vraiment envie de jouer l'arme. C'est une des rares personnes qui arrive à donner envie de jouer n'importe quelle arme. Et déjà le fait qu'il maîtrise toutes ces armes, c'est déjà assez impressionnant. Personnellement, je sais que j'ai pas le temps et peut-être même la patience, mais je pense que c'est surtout le temps. J'ai pas le temps d'apprendre toutes les armes, de toutes les maîtriser, de jouer beaucoup au jeu malheureusement, alors que c'est ma licence préférée. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est idiot de dire qu'une arme est mauvaise par rapport à une autre. C'est plus une question de goût personnel que de gameplay vu la profondeur de celui-ci. Pour moi, la lance, c'est vraiment uniquement pour dire que ce n'est pas un gameplay qui me sied. C'est juste ça. Mais la lance, ça reste quand même une arme très cool à jouer. Quel est ton jeu préféré? Ah bah Double Cross. Genre vraiment Double Cross, c'est pour moi non seulement c'est mon jeu préféré, mais c'est surtout le meilleur MH qui a jamais été créé. Il y a tout dedans. Il y a le gameplay, il y a le contenu, il y a le lore, il y a les musiques, il y a tout. Il y a tout dans Double Cross, il y a tout. Double Cross, c'est celui qui arrive à faire la jonction entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est le pont qui permet de relier les vétérans des anciennes générations et les nouveaux qui sont arrivés pour World et Rise. Très franchement, s'il y a un jeu que je peux conseiller qui est des anciens MH en quelque sorte, ce serait Double Cross. Genre vraiment Double Cross, s'il y a l'occasion de le faire, mais il faut le faire. Quel est le jeu que tu apprécies le moins? Bah, en vrai, aucun, ils sont tous très bons, même le tout premier. Après, on va pas se mentir, il y en a certains, ils ont vraiment très mal vieilli. Le tout premier est compliqué à jouer par rapport à maintenant, il est assez lourd, il est assez laborieux à faire, les monstres sont pas ouf non plus, le gameplay est très pâteau, les monstres ils ont l'air de se déplacer à 2 à l'heure, c'est compliqué. Même Frontier en soi, hein, il faut un petit temps d'adaptation lorsqu'on s'y met, après avoir fait les MH modernes, donc c'est pas évident de jouer aux anciens MH. D'ailleurs, personnellement, quand j'ai abordé le rangé dans Frontier, c'est le jour et la nuit. Clairement, ça montre bien que l'ancien gameplay est assez, je dirais pas caduque, mais il est vieux, c'est du vieux gameplay. Aucun MH n'est mauvais, mais malheureusement, il y a des MH qui se font de plus en plus vieux. C'est un peu comme Sonic Adventure 1, où en fait, le gameplay est sympa, mais c'est un gameplay qui est très vieillissant. Quelle est ta map préférée? Alors ça c'est super dur. En vrai je dirais le plateau corail, mais vraiment parce que c'est la première map qui me vient en tête avec le cœur. Je pense qu'elle est à égalité avec les pics brumeux et peut-être le temple oublié de Rise, parce que ce qui est quand même cool dans le temple oublié de Rise, c'est toute l'exploration qu'il y a autour de la carte. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le fait de pouvoir traverser la zone comme un pèlerinage, trouver les récits des anciens, voir certains animaux. Je trouve que le temple oublié est quand même l'une des plus belle map de Rise avec la citadelle. Mais Plateau Corail, c'est celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans World. C'est clairement ma map préférée de World. Elle fait penser comme si on était sous l'eau sans être sous l'eau. Si je dois prendre uniquement des arènes, je pense que c'est le château de Shrad où on affronte le Fatalis blanc, pardon, lors de l'éclipse, et le corridor céleste de Frontière. Quand je l'ai découvert pour la première fois, c'était dans les trailers et même avec le Durem Udiria. Incroyable cette map, très cool. Quelle est la map que tu apprécies le moins? Voilà, c'est dur, c'est très dur. Dit comme ça, j'en ai aucune. Elles sont toutes bien en vrai, mais à mon avis, je pense que ce serait sûrement une map un peu trop générique et qui manque d'intérêt par rapport au level design de la flore environnante. Je pense que ce serait plus ça. Donc probablement la vieille jungle de MH1, mais sûrement parce que c'est la plus oubliable pour moi. Et en vrai, je suis un peu méchant parce que critiquer le level design et les maps du
tout premier Monster Hunter, bah, c'est comme critiquer les graphismes de Pokémon rouge et bleu, quoi. C'est pas ouf, quoi. En termes de choix, c'est vraiment le seul truc que j'ai. Et encore, je compare sûrement par rapport aux maps de Monster Hunter 1, et clairement c'est celle-ci qui est la plus oubliable pour moi. Alors que le désert, ça reste quand même cool, les marais, ça reste sympatoche, c'est pas ouf, mais c'est sympathique quand même. En fait, c'est surtout le côté très brumeux, très marais toxique, il y a vraiment une ambiance lugubre qui s'en dégage. Peut-être que le volcan du 1 et du 2 sont un peu trop similaires. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que les deux volcans sont tellement similaires que peut-être que le premier volcan, il est oubliable. Forêt Colline, bah impossible que je la mette bas parce qu'elle est tellement iconique cette map. Peut-être Vieille Jungle ou le Vieux Volcan, ça dépend lequel. Quel est ton top 5 des monstres de Monster Hunter confondus, spin-off compris? Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de 200 monstres dans Monster Hunter, sans compter Frontier et Online. Donc impossible de faire un choix, j'en ai beaucoup trop. En vrai, je pense que c'est un concept intéressant. Je pense que je pourrais faire mon propre top 10 de monstres préférés, histoire d'avoir un peu de pause dans le lore déjà et mes analyses. Et même ça, en vrai, vous savez déjà plus ou moins ce que j'aime comme monstre. Le Tama, il est tier 0. Genre, c'est même pas négociable. Aucun monstre ne le dépassera. Après, je dis ça, mais je disais pareil pour le Narga à une époque, et au final, bah, le Tama est arrivé. Sinon, en vrai, je pense que le deuxième monstre que j'apprécie beaucoup dans MH, c'est la Tolaluka. Je trouve ce monstre tellement incroyable. De toute façon, tous les monstres de cross, ils sont trop bien. Tous les monstres de double cross, ils sont incroyables. Ce jeu a le meilleur bestiaire du monde, donc c'est même pas débattable. Quel est ton top 5 OST? Ah, ça c'est un peu plus simple, car la musique c'est un peu quelque chose qu'on peut pas vraiment juger si c'est bien fait, et ça tombe bien, elles sont toutes bonnes dans MH. Déjà, les musiques avec des chœurs, elles surclassent toutes les autres. Tu me mets des chœurs dans une musique, c'est simple, c'est direction ma playlist. S'il n'y avait pas des droits d'auteur à la con, je pense que j'en utiliserais tout le temps dans les vidéos. Niveau instrument, j'ai une grosse appétence pour le violon, c'est pas pour rien qu'il y en a dans mon intro, et puis plus la musique paraîtra mystique, et plus elle fonctionnera sur moi. Du coup, je dirais Fatalis Blanc, Keoharuboru de Frontière, Tyrmiralis, Chancienne, Magnamalo, Espinas, Tama évidemment, Atolaluka aussi évidemment. Shara Ijalda, j'ai beaucoup aimé le côté xylophone. Je sais pas exactement si c'est réellement du xylophone, mais il y a ce petit côté comme si ça tapait sur du verre. Elle est incroyable cette chanson. Enfin, ce petit air est vraiment incroyable. Et en plus, il y a tout le côté oppressant du monstre. Musique du Shara Ijalda, très très bonne. Je dirais également la musique du Dragon de Mercure, et surtout le trailer, et en fait surtout le fait qu'il y avait la transcendance derrière. La transcendance c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est quand même une bonne musique. Je crois qu'il s'appelle Larudo Merugu, si je dis pas de bêtises. J'ai essayé de pas trop mettre du Frontière, mais bon, vous vous rendez compte que c'est super dur, sachant que la plupart des musiques de Frontière sont super bonnes. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le Dure Mudiria aussi dans les musiques de Frontière qui sont vraiment très très bonnes. Et le Disufura. Ah ouais, non, il y a vraiment trop de bonnes musiques, hein, c'est terrible. Quel est ton dragon noir préféré? Oh bah, Fatalis Blanc, hein, sans aucune hésitation. Je vois même pas comment il peut y avoir un débat sur ça. Enfin, le Fatalis Blanc, ça reste le meilleur monstre du jeu. Enfin, meilleur en termes de puissance, en termes de gameplay et en termes de prestige, en termes de prestance. Après, plus sérieusement, le Fatalis Blanc, c'est l'apogée de Monster Hunter, alors que pourtant, il y a des monstres tellement incroyables aussi. Le Disufura, le Dure Mudiria, il y en a tellement. Et le Chancienne aussi, c'est du grand spectacle, c'est du dragon. Ça, c'est des monstres qui en imposent. Après, le Dure Mudiria, je sais, c'est pas un dragon noir, mais c'est comme le Safijiva, le Chancienne ou Ganzorumo, c'est des équivalents. Sinon, la Tréon s'en tire plutôt bien, son combat dans Iceborne reste à ce jour, je pense, l'un des meilleurs et facilement le 3e meilleur combat de la franchise. Hors Frontière, évidemment, parce que si on met Frontière, là, dans ce cas-là, il est même pas top 10, mais il y a très peu de combats de la série principale qui seraient dans un top 10 s'il y avait des combats de Frontière. Quel est l'épisode du lore de Monster Hunter dont tu es le plus fier? Concernant le lore, je pense que mon préféré reste celui sur la résonance. Il est tellement important pour moi, je trouve, vu qu'il permet de donner beaucoup d'explications et de contexte sur l'univers du jeu en général. Pour moi, il fait partie des pierres angulaires du lore. C'est pour ça que je ne comprends vraiment pas ceux qui dénigrent le scénario de Rise à cause de la résonance. C'est tellement dommage. Es-tu pour ou contre les RM en DLC, façon World Iceborne ou Rise Sunbreak? Alors, déjà, petit bémol. Iceborne et Sunbreak sont des extensions et non des DLC. Je sais qu'au fur et à mesure, les gens ont commencé à associer les deux. Pour faire simple, les extensions dans MH sont payantes, tandis que les DLC sont gratuits, et ce pour chaque opus. Et puis honnêtement, entre un DLC qui est juste un skin et une extension qui rajoute plusieurs monstres et change le gameplay, pour moi ça n'a rien à voir. Concernant l'intégration des extensions directement dans le jeu, franchement, je
je ne comprends même pas pourquoi c'est sujet à débat. Monster Hunter a toujours eu l'habitude de sortir une première version, puis une version avec le rangé l'année d'après. C'est juste qu'en Occident, on a toujours eu les versions Ultimate des jeux, à part pour Try. C'est d'ailleurs Cross qui a permis de revenir sur ce système et beaucoup de personnes l'avaient critiqué. C'est comme si pour Pokémon en Occident, on avait directement émeraude ou platine et pas rubis, saphir ou diamant et perle. Là où je n'étais pas d'accord avec Capcom, c'était qu'il faisait repayer plein pot le jeu sans possibilité d'avoir une réduction ou autre. Ce que faisait un peu Pokémon d'ailleurs. Du coup, quand Iceborne a été annoncé comme extension et pour moitié prix d'un jeu classique, je me suis dit que c'était sur la bonne voie. Et j'espère qu'ils continueront parce que c'est bien plus confortable comme ça. Aimes-tu la mécanique de guerre de territoire? Si oui, laquelle est ta préférée? Personnellement, je trouve que la guerre de territoire est l'une des meilleures idées qu'ils ont incorporées dans la licence. Combien de fois on s'est dit en quête que c'était bizarre d'avoir deux monstres qui nous attaquaient en même temps, sans tenir compte de la présence de l'autre. Je pense que l'on est au début et qu'ils ont moyen d'en faire de très belles. Mais j'aimerais surtout voir plus de duos, comme par exemple les attaques combinées du Teostra et de la Lunastra, ou encore avec le duo Gougarf dans Frontier. Après, mes préférées, c'est celle avec le Tama et celle avec le Malzeno. On voit bien leur capacité qui les avantage au combat. Je trouve que celle du Malzeno primordial contre la Velkhana est vraiment incroyable quand il remonte le laser de glace et qu'il lui balance un combo dans les dents. Genre vraiment c'est... Je pense que c'est la meilleure. Ouais, je pense que c'est la meilleure. C'est pas forcément ma préférée, mais je pense que c'est la meilleure. D'après toi, que manque-t-il à la licence pour que l'un de ces jeux devienne un GOTY? Bon, difficile de répondre, hein. J'aime pas du tout ce principe de GOTY, car beaucoup de jeux sont faits dans cette optique pour vendre plus derrière, comme les Césars ou Oscars au cinéma. Je pense malheureusement que Monster Hunter ne deviendra jamais un GOTY à cause du principe d'extension qui coupe le jeu en deux directement. Du coup, Monster Hunter se bribe d'entrée de jeu, mais si les gens voient plus loin, je pense que ce qu'il manque à Monster Hunter, c'est surtout son accessibilité. Alors, dit comme ça paraît très bizarre, mais si Elden Ring ou Breath of the Wild ont aussi bien fonctionné, c'est justement grâce à leur accessibilité par rapport aux autres jeux. Un nouveau joueur dans Monster Hunter est complètement perdu à cause des tutos pour pouvoir lui faire découvrir le monde et comprendre le gameplay. Après, Sekiro c'est un bon contre-exemple, mais il avait une histoire et un gameplay irréprochable, en plus d'avoir eu une publicité importante dans le débat de la difficulté dans le jeu vidéo. Et même, je dis ça, mais le scénario et le lore sont également à prendre en compte. Le lore de Elden Ring est tellement riche, forcément le jeu attire les regards. Monster Hunter, il faut explorer encore et encore, fouiller dans les bouquins, regarder des vidéos ne serait-ce que pour le comprendre. A mon avis, si les développeurs essaient de parler de l'ancienne civilisation et qu'ils étoffent le lore là-dessus, c'est sûr que l'intérêt pour l'univers de Monster Hunter va remonter. En tout cas, bien plus que maintenant. Penses-tu que des monstres devraient rester oubliés, le Behemoth, sans prendre en compte les spin-offs? Ah, bah le Behemoth quand même, parce que tous les monstres sont intéressants, mais ça c'est le loriste qui parle. Si on parle en termes de gameplay, je pense que beaucoup de sous-espèces ne devraient pas exister, mais comme elles ont une part importante dans le lore, je ne peux pas les négliger. C'est sympa mais sans plus, contrairement aux espèces rares qui rajoutent de bons trucs comme le Nargaselinite et son invisibilité, ou les déviants comme le Tama Perce-Âme. Je trouve qu'au contraire, des monstres oubliés comme le Gobul, la Reine Vespoïde ou le Roi Shakalaka devraient revenir. Pas forcément sous cette forme, mais c'est toujours intéressant de voir une version drôme de petits monstres. Ça donne plus de corps à l'univers. Après, ce n'est pas évident à programmer et ça peut prendre la place d'un monstre plus intéressant, donc c'est à débattre. Je pense que ce n'est pas indispensable qu'ils reviennent, mais s'ils reviennent sans prendre la place d'un autre monstre, bah c'est tout bénef. Mais ne remettez plus jamais le Behemoth. Ne remettez plus cet affront de Monster Hunter. Genre plus jamais. Penses-tu que l'on va revoir l'homme écarlate? En vrai, pourquoi pas. C'est un easter egg, donc j'ai envie de dire oui. J'avais imaginé qu'il faisait partie d'une caste opposée à ceux qui ont tenté de forcer la capitaine de la 3e flotte à détruire les écrits de la Latréon. Donc même s'il n'est pas physiquement présent, il y a des événements autour du jeu qui le rappellent. Penses-tu que Monster Hunter s'est trop normalisé? Un reproche que j'ai déjà vu passer chez les anglophones, que ce soit au niveau du gameplay ou même au niveau de la musique, que ça a perdu de son identité. Alors, c'est vrai que ce genre de critique, je l'ai souvent entendu, même chez nous. Et autant je peux entendre des arguments comme quoi c'est trop casu ou autre, même si c'est débile, mais bon, ça je vais y revenir. Mais alors que l'on parle de normalisation de la musique, je sais pas qui a sorti ça, mais c'est grave, c'est très grave. Et en fait, plus j'y pense, et plus je me dis que les gens font comme avec Pokémon. J'ai l'impression de voir des pros 4G critiquer la 5G ou des pros 3G critiquer la 4G. Ça n'a aucun sens. Ayant connu tous les Monster Hunter, j'ai vu l'évolution de la commu, ça a pas changé, hein. Sortie de 4U, acclamé pour avoir viré les combats aquatiques, mais a popularisé le même je suis monté. Sortie de Cross, what the fuck, le Hunter il esquive comme un ninja, ça n'a plus de sens, il est trop rapide, on dirait un animé. Sortie de World, c'est trop réaliste, on se concentre trop sur l'écologie, alors qu'on veut juste buter le monstre. Quoi, y a
que 30 monstres, alors que Cross en avait 90. Que des arnaqueurs. Sortie de Iceborne. What the fuck, un DLC à 40 balles, alors qu'ils avaient dit que les DLC seraient gratuits. Alors qu'Iceborne est une extension, mais bon, ça, les gens, ils l'ont toujours pas compris. Sortie de Rise. C'est trop japonais. On perd le réalisme de la track de World, c'est moche, c'est sur Switch. Les philoptères ont cassé le jeu, on vole de partout et on spam les attaques philoptères. Oui, bien sûr, comme si de 1 c'était en début de jeu, et de 2 que la fronde n'était absolument pas du tout broken, en annulant un move du monstre, si c'était bien placé. Même si ça aussi c'est plus tard, c'est dans Iceborne qu'on débloque ce truc là. Non mais en vrai, sans déconner, j'ai vraiment l'impression de voir des gamins se chamailler pour savoir qui de Dracofeu, Simiabras ou Amphinobi est le meilleur Pokémon. Alors que en vrai c'est méga misibule. Quoi, vous êtes pas d'accord? Ça tombe bien, c'est le but. Vous allez voir qu'un jour, il y en a un, il va vous sortir un délire comme quoi les monstres d'avant étaient mieux que ceux de maintenant. Oh mince, c'est vrai, c'est déjà le cas. Et vous voulez la meilleure? C'est que World l'avait déjà subi avant Rise. Je me souviens des débuts de World, tout le monde critiquait World, tout le monde. C'est incroyable comment les gens critiquaient World. Et après, Rise, ça a été pareil. En fait, c'est toujours la même chose. Ça revient toujours. Et vous allez voir que Wild, ce sera pareil. Wild, les gens, ils vont cracher dessus. C'est sûr et certain. Alors, je dis ça, peut-être pas. Parce que Wild est attendu un peu comme Monster Hunter World 2, ce qui n'a aucun sens non plus. Et c'est sûr que les gens, ils vont cracher dessus. C'est sûr et certain. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec ce faux argument de la traque des monstres que tout le monde encense sur World. Alors oui, c'était super. J'étais le premier à adorer cet aspect. Mais une fois fait, et quand tu connais le monstre par cœur, cette mécanique devient non seulement inutile, mais en plus fastidieuse à farmer comme dans le Fief Glorieux. Donc non seulement ce n'est pas un argument, mais c'est même limite un défaut tellement le rythme est cassé par moment. C'est pas pour rien que c'est devenu une parodie, par exemple sur NCH, avec les navicioles qui font un coup du lapin au Hunter. Et en vrai, tout le monde s'en foutait de la traque une fois que le monstre apparaissait sur la carte. À ce niveau, quid du sérum psy et des marqueurs dans les anciens MH. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ce que tout le monde a reproché quand on est arrivé sur World, que comme quoi les navicioles c'était trop casualisé, que maintenant on se dirige trop facilement vers le nouveau monstre. Je vous dis, c'est toujours pareil, le schéma ne fait que se répéter. Et au moins Rise, il y avait une cohérence de savoir où est le monstre constamment grâce à notre ribouette. Après, je pense que très honnêtement, ils auraient dû mettre un aspect de niveau et de montée de compétences comme avec un Féline où l'on pouvait améliorer notre ribouette au fur et à mesure du jeu. Et en vrai, je dis ça, mais quand on était au tout début de Rise, on découvrait la carte au fur et à mesure parce qu'elle était complètement dans la brume, parce qu'on ne la connaissait pas. Ah bah c'est bizarre ça, c'est comme World. Mais ça, évidemment, il y a tout le monde qui l'oublie. Je dis pas que ce système de track est mieux, je dis juste qu'il existait et que celui de World pouvait devenir rébarbatif par moment. Je suis sûr que vous avez absolument tous, et je dis bien tous, kiffé la track de la Kulvetaros ou du Saphir Jiva si vous deviez le faire seul, n'est-ce pas? Ah bah là, bizarrement, il n'y a plus personne. Bref, ceux qui critiquent Monster Hunter en les comparant au niveau de leur bestiaire ou avec des arguments pétés, comme les graphismes sont mieux, c'était mieux avant, ou Monster Hunter c'était un gameplay rigide et exigeant, et maintenant c'est trop dynamique, mais sérieusement, juste arrêtez de jouer à Monster Hunter, parce que vous n'avez strictement rien compris à ce qui fait l'essence d'un MH. Vous voulez un exemple? Frontier, vieux jeu, avec une dynamique qui n'a pas à rougir des opus actuels selon l'arme que l'on utilise, et à la sortie des tonfas, c'était une révolution du gameplay qui s'est même retrouvée dans l'Insectoglaive 6 mois plus tard, ou du moins des choses qui sont un peu similaires. Et ben vous savez ce qu'ont été les conséquences? Tout le monde a critiqué l'arme avec le fameux mème « Je suis monté ». Frontier est incroyable, mais il est bourré de défauts, d'un gameplay vieux mais avec lequel on s'adapte rapidement. Les monstres sont très lents et prévisibles en début de jeu pour finir sur une vitesse hallucinante avec les dragons anciens que vous avez vus. La vraie force de Frontier, c'est d'avoir un gameplay qui évolue au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, et encore heureux j'ai envie de dire, vu que le jeu était étalé sur plus de 10 ans. 10 ans, c'est comme si vous démarriez avec le gameplay du 2G pour finir sur celui de World. C'est le jour et la nuit. Du coup, je n'écoute plus ce cycle infernal de gens qui ne font que critiquer les nouveaux jeux sans avoir le recul et la maturité nécessaires pour comprendre qu'une licence évolue car ils ne veulent pas perdre le pseudo-élitisme qu'ils ont durement acquis et que surtout, les gens jouent pour ceux qu'ils veulent. La difficulté, il n'y a rien de plus artificiel que ça. C'est un gonfleur d'ego qui n'est là que pour satisfaire son petit plaisir personnel de se comparer aux autres en disant « moi je l'ai fait ». Vous savez pourquoi la difficulté est artificielle? Parce qu'elle est basée sur votre connaissance. Plus vous connaîtrez ce que vous affronterez, et moins le défi sera difficile. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat stérile sur la difficulté dans le jeu vidéo. D'une part, ceux qui ne veulent aucune difficulté et qui abandonnent au moindre obstacle, et ceux qui, au contraire, en veulent toujours plus parce qu'ils ont ce besoin de se démarquer des autres. Et c'est pas un mal en soi, c'est très important d'avoir de l'ego, car c'est le moteur de notre évolution. Juste faites-le pour vous,
En gros, n'allez pas critiquer les jeux qui essaient de se rendre plus accessibles, autrement dit plus confortables pour accueillir un plus large public. Et attention, j'ai bien dit confortable et pas facile, car il y a une très grosse différence. Mais ça, j'aimerais le traiter plus profondément dans une analyse de ce qu'est la difficulté dans le jeu vidéo. Là, si je continue, on en a encore pour 40 minutes et c'est clairement pas le sujet. Juste, en fait, retenez qu'il ne faut pas que les jeux nous prennent par la main, comme si on était des gosses attardés, mais à contrario, il ne faut pas qu'ils nous lâchent dans la nature sans nous expliquer un minimum les choses. Un exemple de jeu qu'il a parfaitement compris, à mon sens, c'est Hollow Knight. En gros, les extrêmes, c'est pas bien, quoi. Et pour répondre à la question, non, clairement, MH n'a pas perdu son identité, bien au contraire. Que ce soit sur le gameplay, l'environnement, le lore, ou même la politique des développeurs, ils sont toujours restés fidèles à leur licence. Le jour où les monstres de mise à jour deviendront payants, là on pourra se poser des questions sérieuses. Mais en attendant, Monster Hunter n'a jamais autant été Monster Hunter que depuis Iceborne et Sunbreak. Donc très franchement, j'ai toute confiance en Wild pour continuer sur ce chemin. Penses-tu que l'on va voir un jour l'équal Dragon Weapon, soit directement, soit en easter egg? Ah, en soi, en easter egg, on fait que ça de l'avoir. Lors du trailer de Double Cross, avec le teasing de la Tolaluka, tout le monde s'attendait à l'équal Dragon Weapon, pour au final avoir une montre Gundam. Ce qui est très bien, hein, mais en termes d'easter egg, il n'y a que ça. Autre exemple, hein, j'ai déjà dit que le Xeno'jiva c'était une Equal Dragon Weapon naturelle, et que le Dure Mudiria était une forte inspiration de celle-ci. En fait, je pense que la dernière étape, c'est d'avoir un prototype présent dans le jeu. En affrontement, ce serait super cool. Mais je n'y crois pas trop, sauf si les développeurs se décident à se concentrer sur l'ancienne civilisation. C'est quand même triste que ce soit un film de merde, qui se soit plus concentré sur l'ancienne civilisation que la licence elle-même. Mais en vrai, je pense que un bon moyen de parler de l'Equal Dragon Weapon, sans pour autant dire « Ah, c'est l'Equal Dragon Weapon », et sans pour autant dire que ça n'existe pas, bah c'est de remettre la Tolaluka. Mettez la Tolaluka dans Wild, tout le monde la veut. Enfin non, pas tout le monde, mais ce serait trop bien qu'elle y soit, ce serait vraiment trop bien. Penses-tu que le protagoniste devrait s'inspirer du loup de Sekiro, en gros parler et avoir une vraie personnalité? Bah, j'ai envie de dire que techniquement dans Rise, notre perso parle. En vrai, la réponse est déjà là, quoi. Après, je comprends ce que tu veux dire, juste, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tu as cité Sekiro, mais si tu prends les Soulborn, en général, le protagoniste ne parle pas, et ça marche en soi. Ça permet de mieux s'identifier et de profiter de la narration environnementale. Je ne voudrais pas avoir une Aloy en termes de protagoniste qui parle sans arrêt et te dise quoi faire. Je pense que c'est principalement pour ça que l'assistante dans World était aussi détestée. Alors que pourtant elle est cool, hein. Juste bah elle parle trop. De toute façon, le backseat, c'est l'un des pires fléaux du jeu vidéo. On n'est plus sur de la casualisation mais carrément sur de l'assistanat. Et je trouve ça très dérangeant. Penses-tu qu'il y aura qu'une seule monture dans Wild? Aucune idée. Je pense qu'en termes de gameplay pur, oui, on n'aura qu'un seul type de monture, mais après, pas forcément besoin de n'avoir que des raptors. On a bien eu dans Iceborne une monture pour chaque zone, donc pourquoi pas quelque chose de similaire dans Wild. Après, en termes de monture, il existe de vrais chevaux dans Monster Hunter 1. Pourquoi pas un jour, mais je pense pas maintenant. Pourquoi aimes-tu tant le lore des jeux, même celui de Monster Hunter qui, hors monstre, n'est pas le plus développé qu'il puisse être, alors qu'il a beaucoup de potentiel? Ah, j'aime ce genre de questions. Ça va me permettre de dire ce que je trouve important dans un jeu vidéo, ou plutôt dans une œuvre de fiction. Pour moi, et attention je dis bien pour moi, car c'est une réflexion que j'ai affinée avec mon expérience, même si j'essaie d'être le plus objectif possible, le lore est ce qui fait la genèse d'une œuvre de fiction. C'est la pierre angulaire d'un monde qui t'invite à rester et à l'explorer. C'est l'âme d'un univers, sa diégèse. C'est ce qui donne du cœur et du corps à une histoire en la rendant plus immersive. Si vous y réfléchissez 5 secondes, ce qui rend intéressant un univers, ce n'est pas forcément le scénario, les personnages ou les dialogues, c'est avant tout sa diégèse, son lore. Pourquoi Dark Souls fascine autant? C'est toute cette narration environnementale qui constitue le lore de la série, en plus de personnages vaguement écrits, qui sont plus des légendes et donc du lore autour d'eux. Pourquoi Pokémon, malgré le fait que ce soit un jeu pour enfants, continue de passionner les adultes? Certes, il y a une part de nostalgie, mais le lore des créatures décrites dans le Pokédex permet d'établir un lore, une religion au sein de cet univers, comme avec Arceus ou la création du cycle jour-nuit, etc., etc. Pourquoi les gens sont aussi friands de théories sur leur série préférée? Parce que justement, les théories se basent à la fois sur le scénario, mais surtout sur le lore du monde que l'on observe. Qu'on le veuille ou non, le lore est un élément indispensable à une œuvre de fiction si on veut qu'elle perdure dans le temps. Il a la chance d'être intemporel et d'apporter de la consistance à un univers très souvent par du show dans le tel. Ce n'est pas pour rien aussi que les romans de Lovecraft sont aussi impressionnants, car ils utilisent beaucoup ce procédé narratif pour décrire les émotions que traversent les personnages. Le lore permet à ceux qui l'explorent de se sentir investis dans
dans un univers et de l'explorer comme un archéologue, un chercheur d'histoire. Je trouve l'exercice fascinant car il te fait encore plus aimer ce que tu explores. Après, rien n'oblige de l'explorer ou de s'y intéresser, et c'est ça qui est cool, c'est que ça ne nous l'impose pas de façon ostentatoire, c'est à nous de faire l'effort d'investigation pour en découvrir plus, que ce soit par des recherches internet ou de vidéos, ou même encore d'y jouer directement. Par exemple, j'ai découvert très récemment l'archétype Diabellstar dans Yu-Gi-Oh! J'ai toujours beaucoup aimé le jeu, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé au lore. Au début, je me suis dit « Oh bah cool, la carte a l'air sympa, elle a un bon design et le gameplay est fun. » Puis quand j'ai vu les autres cartes où elle apparaissait, j'ai découvert tout un sous-texte de l'archétype, de pourquoi il était joué de telle façon et ce qui le lie aux autres archétypes. Le lore permet parfois de justifier un gameplay. Dans l'exemple de Diabellstar, sa rivale Diabells oblige l'adversaire à d'abord poser ses MP avant de les activer, ce qui contre totalement le gameplay de Diabellstar qui joue des butins du péché qui sont ses MP. Et là, c'est un exemple récent, mais je peux citer par exemple Assaut de l'air où Rei utilise différentes armures pour se renforcer et que ces magies ne peuvent s'activer uniquement que s'il n'y a pas de monstre dans la zone main symbolisée par la surface de la terre, alors que Rei vole lorsqu'elle porte ses armures, d'où son emplacement en zone extra. Et ça, si tu ne le sais pas, bah c'est pas grave, ça ne changera pas ta vie sur le jeu. Mais par contre, si tu le sais, ça renforce ton implication dans son histoire et ça peut même te donner envie d'essayer l'archétype. Le lore, c'est une ode à la curiosité et c'est ça que je trouve incroyable dans ce genre d'exploration. D'où tiens-tu ces sources? Alors, mes sources sont directement tirées des différents artbooks comme les Hunter Encyclopedia, les Monster Hunter Illustration. Après, j'ai bien entendu les dialogues du jeu, qui sont une véritable mine d'informations, mais très peu de gens les lisent. Et moi-même, parfois, il m'arrive de passer à côté, comme dans Rise avec certaines infos sur Rondine. Donc là, c'est compliqué d'essayer de les retrouver. Est-ce que tes informations sont canon? Où s'arrête la frontière entre la théorie et les faits? Alors ça aussi, c'est une très bonne question qui est difficile d'y répondre. Déjà, quand j'affirme des choses, c'est toujours canon et tiré de sources que je mets en description. J'ai déjà eu des retours assez négatifs comme quoi Frontier n'était pas canon et maintenant, j'ai juste envie de rigoler par rapport à l'Espinasse dans Sunbreak, même si Frontier a toujours été canon, puisque le gameplay a limite été incorporé dans les opus suivants, tant pour le chasseur que pour les monstres. Par contre, quand je parle de théorie, j'emploie le conditionnel, car même si j'ai des sources, malheureusement c'est souvent des conclusions tirées de plusieurs informations mises ensemble. Par exemple, le draconium c'est techniquement une théorie, car le nom n'a jamais été officialisé. Cependant, on sait qu'il existe une substance responsable de l'élément dragon, présente dans le sang des dragons anciens. C'est dit et expliqué plusieurs fois dans les jeux. Idem pour ce cycle d'immortalité des dragons noirs, c'est également quelque chose de suggéré directement en jeu avec le Fatalis noir de Frontier ou le Dir Miralis. Il y a toujours un peu de théorie dans du lore, c'est le principe, puisque le lore c'est une explication sous-jacente d'un univers et c'est un travail d'investigation où on n'a pas forcément d'explication définitive, mais qui sont nécessaires pour comprendre certaines choses. Il faut voir cela comme des axiomes, en gros des propriétés que l'on définit comme vraies et évidentes, mais qui ne sont pas démontrables. Exemple, en un point passe une infinité de droite. Évidemment, il faut que cet axiome ne soit pas contradictoire avec le reste, ce qui reste différent d'un argument d'autorité, mais là je m'égare. Grosso modo, je reste le plus factuel et sourcé possible, mais à un moment je suis bien obligé de tirer mes propres conclusions si les développeurs ne les donnent pas. Et c'est partout pareil, notamment pour les Souls. Penses-tu que l'origine des paratonnerres de Wild, ainsi que sa forme sphérique, pourrait être l'œuvre de l'ancienne civilisation? Pourquoi pas. Mais j'imagine plus un dragon ancien responsable pour le moment. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais si c'est en rapport avec l'ancienne civilisation, ce serait incroyable. J'essaie de très peu théoriser sur Wild justement parce qu'on a vraiment trop peu de choses, trop peu d'informations. Ça ne sert à rien de spéculer sans preuve ou source tangible. C'est ce que j'essaie justement de m'efforcer dans mes épisodes du lore. Quel est ton village préféré, tout MH confondu? Je dirais Yukumo et Kamura. J'ai plus de nostalgie pour Yukumo, mais les deux se valent. Après, en termes de musique, clairement c'est Liana. Il est vraiment trop bien ce campement. L'ambiance est super cool avec le chalet et tout ce qu'il y a autour. Après, si je devais vivre quelque part, c'est clairement Yukumo ou Kamura. D'après toi, serait-il possible que dans l'avenir, on puisse jouer d'autres races du monde de Monster Hunter que des humains, du genre des wyvériens, des félines, etc. Bah, encore une fois, Monster Hunter double cross. On pouvait jouer les félines et c'était le meilleur truc. Après, d'autres humanoïdes, pourquoi pas. Mais j'ai peur que ça apporte trop de déséquilibre. Après, c'est vraiment pas une mauvaise idée, c'est même super intéressant comme dans n'importe quel RPG, avec des malus et bonus pour la race impliquée. Par exemple, le peuple des mers pourrait avoir une résistance naturelle à l'eau, mais une faiblesse au feu. Et en termes de gameplay, il pourrait être plus à l'aise en milieu aquatique, mais être plus lent dans les zones volcaniques. C'est un concept à creuser. Je suis pas fermé au concept, mais j'ai peur que ça puisse apporter du déséquilibre. Déjà que les armes c'est compliqué à équilibrer, alors si en plus ils apportent des races, ça va être difficile. Qui est selon toi le véritable antagoniste de Monster Hunter? Le Fatalis, la guilde ou quelque chose d'autre?
Ma vision des choses, si je devais faire un scénario, bah j'aurais pas vraiment envie de répondre à la question parce que ça spoilerait mon bouquin. Donc on va pas répondre à la question. Et honnêtement, je pense que si tu me suis depuis le début, tu as déjà en partie la réponse. Est-ce possible que le Fatalis, le blanc notamment, puisse à l'avenir maîtriser plusieurs éléments à l'instar de l'Alatréon ou de l'Amatsu? Alors oui, clairement, le lore de l'Alatréon explique pourquoi il maîtrise les éléments, donc pour moi si l'Alatréon peut le faire, le Fatalis ne devrait avoir aucun problème. Même si je pense qu'il irait plus loin que ça. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, techniquement le Fatalis blanc est passé du stade dragon au stade électrique. Alors ça c'est dans le 2G, mais dans Frontières, ils ont les éléments fusionnés. Ils ont dragon plus feu ou dragon plus électrique. Donc très clairement, ça peut clairement se faire. Après pour moi, il y a un lien à faire entre le draconium et la bioénergie. Je pense que ce qui rend le Fatalis blanc immortel et unique, c'est sa maîtrise parfaite des deux. C'est un sujet que je traiterai sûrement quand je l'aborderai dans le lore, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Est-ce possible que l'Alatréon, voire même d'autres dragons anciens, tirent directement son pouvoir du contrôle des éléments du Fatalis, un peu comme Muzan dans Kimetsu no Yaiba? À mon avis, ça m'étonnerait. Le Fatalis blanc a beau être l'ancêtre de tous les dragons, on ne sait pas s'il est à l'origine de tout. J'espère que c'est le cas, car pour moi le Fatalis blanc est le dieu des dragons, il ne doit rien y avoir au-dessus, sinon toute sa mythologie s'en retrouverait dégradée. C'est le seul à avoir une mise en scène aussi mystique, c'est le seul capable de traverser l'espace et le temps, il ne faut pas qu'un autre dragon puisse faire ça. Je trouve que ça casserait quelque chose. Après, si c'est le cas, tant pis, mais je serais un petit peu déçu quand même. La seule excuse que j'accepterais, ce serait éventuellement une bio-arme fabriquée à partir du Fatalis et qu'elle ait acquis la possibilité de la fissure spatio-temporelle. Et sinon, pour moi, non, les dragons anciens sont suffisamment indépendants pour ne pas avoir leurs propriétés et leur pouvoir tiré d'une entité supérieure. Ça aussi, je trouve que ça casserait quelque chose. Ça mettrait le Fatalis comme le méchant ultime et je vois les choses plus loin pour lui. Certes, c'est une menace, mais pas au point d'avoir engendré tout le bazar autour de l'univers. Monster Hunter reste un minimum réaliste avec un principe d'évolution et je n'aimerais pas que tout soit lié ou vienne du Fatalis. Ça rendrait les autres monstres moins impressionnants et ça élèverait le Fatalis plus haut que nécessaire. Laissez le Fatalis comme il est. C'est le dieu des dragons, c'est déjà pas mal. Il est capable de voyager à travers le temps et l'espace, c'est déjà beaucoup, sachant qu'il y en a beaucoup de personnes qui veulent pas l'entendre, mais bon. Penses-tu que la théorie de l'Odogaron désastre tirant son pouvoir draconique de la chair de Devil Joe qu'il consomme de manière excessive est plausible? Alors, à cela je répondrai juste, comment crois-tu que le Devil Joe a acquis son élément draconique? En gros, comme je l'ai expliqué, le draconium se trouve en chaque être vivant et la consommation de produits contenant du draconium va infecter le consommateur et lui donner une intoxication. Le Devil Joe étant un gros mangeur, il a fini par accumuler beaucoup de draconium au point de pouvoir s'en servir dans ses attaques. Pour l'Odogaron, c'est exactement pareil. Il a consommé beaucoup de chair dans le val putride qui lui a permis d'obtenir du draconium en masse. Il est même possible qu'il ait consommé de la chair présente sur le Valazak pour en obtenir plus rapidement. C'est d'ailleurs comme cela que le Magna Malo enragé a fait pour acquérir l'élément dragon en combattant des dragons anciens et en consommant leur chair remplie de draconium. Dans Rise et Sunbreak, pourquoi l'Amatsu a détruit le village de Tsukito? Tout simplement parce que c'était sur son chemin. Des fois, faut pas chercher plus loin. Hein. Il est arrivé, le village était sur sa route et il s'est fait détruire. En fait, le plus terrible avec l'Amatsu, c'est qu'il ne le fait même pas exprès. Son pouvoir est tellement immense que les tempêtes qu'il crée sont juste un moyen pour lui d'expulser son énergie. Il ne se rend même pas compte qu'il détruit tout autour de lui. Au-delà du fait qu'il a chassé un troupeau de Jinga quand il s'est installé à la cime des esprits, c'est surtout qu'il s'est défendu contre les attaques. En fait, c'est même pas intentionnel. Il veut juste vivre sa vie tranquille, mais des créatures l'attaquent. A raison, hein, bien sûr. Mais pour lui, il ne fait que se défendre. C'est pas pour rien qu'il s'agit presque d'un dragon noir pour moi. C'est l'un des dragons les plus puissants de cet univers et le pire, c'est qu'il ne le fait même pas exprès. Quand il s'énerve, c'est encore pire et dans Frontières, c'est encore un autre niveau. À la différence de beaucoup de dragons anciens qui attaquent les villages, l'Amatsu n'a fait que passer et son passage a tout détruit. C'est comme si des fourmis nous reprochaient de les écraser, mais en même temps, elles avaient qu'à pas être là non plus. Bah là c'est pareil, tu ne construis pas un village sur le chemin d'un dragon aussi dangereux, même si tu l'as élevé au rang de divinité. Ça n'a aucun sens. Existe-t-il des demi-wyveriens dans Monster Hunter? Alors, pas à ma connaissance, c'est largement possible, mais j'ignore s'il n'y a pas une histoire de gène dominant. Par exemple, un wyverien et une humaine, ça donne soit un humain, soit un wyverien, ou alors que des wyveriens, etc. On ignore les traits de caractéristiques de ce genre d'individu, mais c'est pas impossible. Est-ce qu'au final, le Fatalis voyage dans le temps? Alors,
Désolé, vu la longueur du commentaire, j'ai du mal à comprendre exactement la question, donc je l'ai abrégé, mais je suppose que c'est par rapport à cette théorie, qui n'en est plus une au final, que le fataliste voyage à travers le temps et l'espace. À un moment, je ne peux plus être aussi précis que ça. Je veux dire, on a littéralement un vortex qui se crée lorsque l'éclipse arrive sur Shrad et le fataliste blanc qui en sort. C'est pas genre, il apparaît, non, il y a un zoom sur le trou noir, oui, c'est clairement un trou noir, ou un vortex, appelez ça comme vous voulez, c'est clairement pas quelque chose de naturel. Et du trou, il y a le fataliste blanc qui en sort. Déjà rien que ça, pour moi, c'est suffisant comme preuve. Ensuite, concernant son unicité, oui, ça peut paraître bizarre, et en soi, rien n'est officiellement déclaré. Cependant, on sait par les dialogues et les descriptions du jeu que le fataliste pourpre est celui que l'on a vaincu à Shrad, donc normalement tué. Or, il est toujours là. Après, on peut partir du principe qu'on l'a juste repoussé, mais pourtant, le fataliste blanc a été déclaré comme celui responsable de la destruction de l'ancienne civilisation et de Shrad il y a plus de 1000 ans. De plus, dans l'encyclopédie Dive to Iceborne, les biologistes précisent qu'il est impossible que le fataliste ait pu hiberner pendant 1000 ans. Ça veut donc dire qu'il existe les 3 dragons en même temps dans ce monde, et personne ne les a jamais vus ou documentés. Même les légendes contées par l'homme écarlate sont floues à ce sujet. Il y a forcément un problème de temporalité quelque part. Concernant cette histoire d'œuf, c'est une légende urbaine, il n'a jamais été dit qu'il s'agissait d'œufs de Fatalis, il est vrai par contre que ce serait logique, mais rien n'empêche d'autres dragons de s'être enfuis à l'arrivée du Fatalis, abandonnant tous leurs œufs. Encore une fois, je considère les dragons noirs comme immortels, grâce au processus que j'ai décrit dans le lore. Déjà de base, les dragons anciens sont hyper rares, la plupart des chasseurs n'en verront qu'un pendant toute leur vie. On est dans un jeu vidéo, donc si on ne pouvait pas les réaffronter, ce serait juste vite chiant. C'est pour ça que les méthodes de reproduction sont aussi floues, car même les équipes d'observation n'ont rien pu trouver à ce sujet. Autre argument également, toujours dans le Dive to Iceborne, dans la section du Fatalis, un scientifique souligne qu'il pourrait venir d'un autre monde, comme ce qui a été observé avec le Behemoth, le Leshen et Artemis. Et que limite ça le rassurerait, car il ne veut pas croire qu'une telle chose puisse exister. Alors oui, ça canonise les collaborations. Honnêtement, je considère uniquement celle du Leshen, car elle s'y prête vraiment plutôt bien, mais en vrai, même pas besoin de cet argument. Par contre, il en existe un dernier qui prouve ce que j'avance depuis plus de 10 ans, je dirais. Dans Frontier, le Fatalis, il utilise littéralement des portails pour attaquer en se téléportant et revient à la vie alors qu'il a son animation de mort. Et attention, c'est pas une téléportation type Malzeno, hein, où il va super vite, non, 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 non. Là, c'est vraiment, il fait apparaître un portail, il rentre dedans et réapparaît plus loin avec. Je vois pas quoi dire de plus du coup. Là, il y a vraiment tout. Et c'est pas vraiment de la spéculation, c'est montré dans plusieurs jeux et plusieurs produits officiels. Maintenant, si après vous voulez pas croire que le Fatalis voyage à travers le temps et l'espace, bah je peux plus rien pour vous malheureusement. J'ai apporté les preuves, j'ai tout montré, maintenant c'est comme vous voulez. Tu as parlé d'un livre audio sur Monster Hunter il y a plusieurs mois. Ça en est où? Bah c'est compliqué. Le truc c'est que ça prend énormément de temps entre les idées, l'écriture, les personnages, l'histoire. Faut savoir que j'ai cette idée depuis facilement 10 ans aussi. J'avais déjà écrit 3-4 tomes qui couvraient les jeux avant la sortie de Cross, voire même avant 4 trucs, alors je me souviens d'avoir introduit les Withpierre, mais sans vraiment connaître leurs effets en jeu. Le problème c'est que au tome 4, je me suis rendu compte que mes personnages étaient devenus beaucoup trop puissants par rapport à ce que je voulais encore raconter. Du coup j'ai voulu recommencer cette histoire et avec d'autres personnages, tout en gardant ceux déjà écrits. Ne voulant pas me retrouver dans la même situation, j'ai voulu cadrer l'ensemble de l'histoire pour que j'aille d'un point A à un point B sans me perdre en route. J'ai bien conscience que l'on ne peut pas tout prévoir dans une histoire, mais je souhaite que le développement de mes persos soit parfait, enfin, ou du moins que ça me plaise en fait. Sachant que les épisodes du lore et d'analyse me prennent beaucoup de temps, plus de mon travail IRL. Du coup, ça avance lentement, trop lentement même. En vrai, j'ai tous les persos et leur développement. Il me reste plus qu'à mettre ça en forme, avec des mots et une histoire, ce qui est le plus difficile en fait. J'aimerais aussi que ce livre puisse être disponible sur YouTube en tant qu'épisode narratif, un peu à la star de Super Flame, mais je n'ai ni son talent vocal, ni de talent en dessin pour illustrer ce qui se passe. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance, et j'aimerais vraiment pouvoir proposer la meilleure expérience possible sur cette histoire. Donc malheureusement, je ne peux que demander de patienter. Je suis le premier qui voudrait que ça sorte et le terminer, vous le proposer, mais pour l'instant ça me plaît pas encore. J'ai encore trop de choses à raconter et à dire. Pour l'instant ça reste toujours en projet, mais ça se fait au fur et à mesure.
Et ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé. Au début, c'était un peu compliqué. Hein. J'avais demandé qu'une seule question par personne et au final, bah, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, bah, j'ai demandé plusieurs questions et là, ça a été une avalanche. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir posé beaucoup de questions qui étaient vraiment très très cool. Donc voilà, j'espère que bah, j'ai pu vous apporter des réponses qui vous satisferont. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai une autre FAQ. Bon, alors clairement pas tout de suite, hein, mais on sait jamais. Si je vois des questions pertinentes, ça peut être intéressant. J'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien.